Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce nouveau format type masterclass. Salut Clément. Ouais, salut Romain. Écoute, on s'est dit que on allait essayer de créer du contenu à vocation de mini-formation un petit peu. On en a fait pas mal pour les entreprises. Et là, en fait, on a des questions de la part des candidats. Ouais. Et donc, on trouvait sympa d'en faire une aussi pour les candidats parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aide que les entreprises dans ce processus-là. Et la question à 100 000, c'est finalement la négociation salariale. Ouais. Et donc, si c'est OK avec toi, j'aimerais parler un peu de négo salariale et des conseils que tu donnes aux candidats. Ouais. Enfin, écoute, avec grand plaisir. C'est quelque chose qu'on fait pour nos candidats. Alors, même si nous, on est toujours côté candidat et entreprise, c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi avec des candidats qui ne sont pas forcément mes candidats. Donc, souvent, c'est des amis, des gens que je connais sur le marché qui me demandent des conseils, en fait. OK, super. Alors, si on devait finalement donner ces conseils et expliquer comment ça marche à un candidat qui changerait de job pour la première fois, comment tu imaginerais le truc? Ouais. Enfin, déjà, alors, la première erreur que font la plupart des gens qui me demandent des conseils, en fait, ils me demandent des conseils trop tard. OK. C'est vrai, en fait, ils me demandent des conseils, ils sont déjà à l'offre. OK. Et donc, en fait, t'es déjà sur le closing. Mm-hmm. En fait, pour bien réussir une négociation, il faut commencer le plus tôt possible. Plutôt quand? Dès le début. OK. En fait, avant même de commencer un process de recrutement, tu dois t'être renseigné. Okay. Donc nous, si tu veux, pour réussir une négociation, on le voit en 3 phases. La première phase, ce qu'on appelle l'ouverture. OK. Je vais te prendre une formule des échecs, mais voilà. Donc c'est le début de jeu. T'as ensuite le milieu de jeu, c'est plus les entretiens. Mm-hmm. Et t'as le closing, qui est vraiment la phase décisive, qui est celle où évidemment tout le monde rentre en vibration, candidat et entreprise, et où souvent les candidats m'appellent en panique en disant j'ai cette offre-là, comment on le fait? Qu'est-ce que t'en penses? Alors qu'en fait, si tu prépares bien, tu as plein de façons d'arriver de façon très très clean, propre, sereine dans ces étapes-là. Donc première étape sur l'ouverture. En fait, avant même d'aller en entretien, même quand tu commences à chercher, tu dois faire un travail quand même assez approfondi sur ta valeur. Mm-hmm. Tu dois être réaliste sur ta valeur. Te renseigner sur le marché, aller voir des études, prendre des avis externes. Alors, tu peux demander à tes amis aussi, mais pas que. Tu vas demander à des agences, tu dois te renseigner sur le marché, quelle est ta valeur, ton niveau d'expérience, est-ce que tu es dans un secteur en demande, en croissance, est-ce que ton métier, pareil, il est en tension, pas en tension. OK. Ça, si tu n'as pas répondu à ces questions-là, déjà, ne va pas à l'entretien. Comment tu cherches, comment tu trouves Par contre, tu trouves plein d'infos quand même sur Internet déjà, de base. Ouais. Ton cercle d'amis va t'aider. Tu dois pas que te baser sur ça, quoi. Mm-hmm. C'est un point important. Tu vois, souvent, nous, on a des gens... j'ai commencé, tu vois, moi j'ai commencé comme Romain il y a 10 ans en audit, il est payé 100 000 euros, je vaux 100 000 euros. Mm-hmm. En fait, peut-être vous n'avez pas le même métier, vous n'avez pas la même évolution, les mêmes... En fait, il y a plein de facteurs qui font qu'en fait, vous êtes payé différemment. Autre exemple, je suis dans ma société depuis 2 ans, j'ai pas eu de promotion, je mérite 20% d'augmentation parce que j'ai pas eu d'augmentation. Okay. Alors, en fait, ton futur employeur n'a pas à compenser la perte. Donc, tu dois prendre des éléments factuels, tu vas les chercher sur Internet, ton réseau, et tu demandes à des professionnels, des agences de recrutement. L'agence de recrutement, tu poses la question pour te faire éventuellement guider ou challenger sur... Ouais, tu vois, alors, je dis pas que tous les recruteurs répondent, mais si moi tu me contactes et tu me dis bonjour Clément, est-ce qu'on peut se parler, je recherche un travail, franchement en général je prends le call, 10 minutes, un quart d'heure, et on peut parler de ça ouvertement. Okay. Moi, j'ai pas un enjeu à te dire des données qui sont des fausses données. Je vais te dire ce que je sais, quoi. Ouais, ok, très clair. Donc ça c'est pour la partie ouverture, donc finalement c'est avant d'être en contact avec une entreprise. Oui. Ok. Oui, avant même de... Avant de me mettre à chercher du travail. Oui, tu dois savoir quelle est ta valeur de façon la plus réaliste possible. Sinon, en fait, tu vas devoir de toute façon le découvrir à la fin. Ok. Non mais, tu vois, comme je te disais, la plupart m'appellent en panique à la fin parce qu'ils ont une offre. En fait, au moment où ils ont une offre, ils se disent « Ah mais attends, en fait, c'est ça ma valeur. C'est quoi ma valeur ?» C'est même pas « c'est ça ma valeur », c'est ah mais en fait... est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que c'est la bonne ? Est-ce que je suis pas en train de me faire avoir par rapport à mes amis, ils sont payés combien ? Oui, sauf qu'à ce moment-là, tu as l'urgence et l'émotion qui fait que tu peux pas arrêter. Un niveau de stress élevé, tu dois répondre souvent en 48 heures, une semaine, sauf que t'as pas bien préparé. Ok. Et c'est facile à dire, t'as quand même beaucoup de gens qui font pas très bien cette étape-là. Ok.
Ok, très clair. Donc ça, c'est l'ouverture. Après, donc il y a la partie milieu de jeu, hein, pour reprendre l'analogie. Donc qu'est-ce qui est important dans cette partie-là? Donc tu vas faire une série d'entretiens. Logiquement, si tu es face à des recruteurs qui sont des bons, qui font leur travail de façon professionnelle, ils vont aborder le budget le plus tôt possible. Donc nous, notre recommandation, c'est de donner le budget sur lequel tu as travaillé et tu as réfléchi avant de venir. Ok. Ne pas le donner, pour nous, est une erreur. En fait, tu n'as aucune raison de ne pas le donner, de ne pas avancer de façon transparente. Tu as des candidats parfois qui aiment savoir le budget avant de donner leur prétention salariale. Ok. Mais ça peut arriver. Hein. Si tu veux, tu peux demander d'abord le budget. Mais tu dois donner tes prétentions. Et dire, même les C-level, honnêtement, souvent on dirait non, mais il ne faut pas parler de ça. Nous, on est souvent avec des C-level, ils te disent très, très facilement, mais écoute, moi je suis à 250 000 €, je veux l'équivalent, par exemple, sur ces niveaux-là, voilà. Ou alors, imaginons je suis à 150, écoute, moi je pense que je vaux 150. En fait, je pense que la crainte, elle est que le candidat... moi ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment deux situations. Il y a une situation où le candidat, il sait qu'il est en dessous du marché, parce que il est dans une société qui paye moins bien, ou parce que il n'a pas eu les promotions qu'il fallait, etc. Et donc, du coup, il veut voir ce qu'il vaut dans le job d'après. Parce que finalement, il y a des cultures américaines où on paye sur le job d'arrivée et pas sur le job de départ. Donc, en fait, il y a une suspicion. Et après, effectivement, il y a l'autre partie où il sait à peu près, mais il veut être sûr que, comme tu disais précédemment, il ne laisse pas de l'argent sur la table. Et donc, il y a ce endroit-là. Ouais. Et écoute, quand on va te poser cette question-là, parce qu'elle va forcément arriver, sauf si tu es dans un process basse qualité. Très mauvaise qualité. Dans ce cas-là, je t'encourage à poser la question le plus rapidement possible en disant, écoute, on avance là, ensemble. Par contre, on n'a pas abordé les questions de budget. Est-ce qu'on peut discuter de mes prétentions salariales? Ok. Donc toi, tu dis, si on n'en parle pas, c'est au candidat de dire, au moins au recruteur. Ouais. Écoutez, mettons-nous d'accord avant de perdre du temps. Je suis motivé pour continuer. Par contre, je comprends qu'on ne discute pas des prétentions salariales. Est-ce que je peux vous donner les miennes? Est-ce que je peux vous donner les miennes? Ok. Je pense qu'il faut l'amener. Ensuite, quand on va te poser la question, tu as deux façons de répondre. Soit tu donnes un chiffre précis, soit tu donnes une fourchette. En général, alors là, je parle vraiment du point de vue candidat. Toi, tu dois avoir réfléchi à ce qu'on appelle ta target et ton prix de réserve. C'est-à-dire le prix minimum que tu es prêt à accepter. Quand on te demande combien tu veux, moi, ce que je préfère, c'est quelqu'un qui dit un chiffre précis. Pas une fourchette, il donne un chiffre. Oui. Imaginons, moi, ma target, c'est 100 000 €, mon prix de réserve, c'est 90. Toi, Romain, tu me dis, écoute, Clément, quelles sont tes prétentions salariales? Je vais te dire, moi, je veux 100 000 € fixe. Je te donne ma target. J'ai un prix de réserve, ok, mais pour l'instant, tu ne me l'as pas demandé, je te le donne pas. C'est ok, tu vois. Si je te le demande tout de suite, tu le donnes tout de suite? Si tu me le demandes tout de suite, je pense que je vais te dire, c'est quoi votre budget? En fait, si tu me poses cette question-là... Tu donnes une information contre une information. Si tu me poses cette question-là, je la trouve un petit peu intrusive, tu vois. En fait, je t'ai donné une info, qui est quand même une vraie info, qui est mon prix d'acceptation directe. Tu es en train déjà de négocier. Du coup, j'identifie que toi, tu as un problème avec ma target. Du coup, je te dis, écoute, Romain, ça dépend, c'est quoi votre... Si tu me poses cette question-là, c'est que tu as un problème, donc on doit s'aligner. Ok, très clair. Tu vois, ça me paraît donnant. Je t'ai donné... en plus, c'est moi qui ai tiré le premier, c'est faire. Ok. Sur la fourchette, typiquement, l'erreur à faire, ce serait, donc, target 100 000, prix de réserve 90. Tu me poses la question, Clément, combien tu veux? Je te dis, je veux entre 90 et 100. Là, merci. Enfin, toi, tu vas me remercier, j'imagine. Parce qu'on a même des gens qui disent 80 et 100. Ils espèrent que ça va taper au milieu. Ah oui, bien sûr. Ils se disent, comme ça, il va taper sur mon prix de réserve. Ok. C'est bien qu'ils écoutent cette vidéo. Non, là, franchement, si tu donnes directement ton minimum, oui, là, tu parles déjà que la négociation, c'est pas très smart. Ok. En revanche, c'est pour ça que moi, j'aime pas les ranges. C'est-à-dire que le meilleur range à donner, ça serait 100-110. Ok. Quand tu fais ça, potentiellement, le 110, il peut faire peur. Tu vois, si je te dis, je veux entre 100 et 110, toi, tu vas dire, oh là là, 110, nous, notre budget, c'est 90. Il me dit 100-110. Tu sais pas que je suis en train de bien négocier avec toi.
Tu dis, oh là, potentiellement, il est vraiment cher. Ça peut faire peur à l'entreprise. Ouais. Okay. Il y a une prise de risque à aller là. Ouais. Pour ça que moi, je préfère le chiffre fixe qui est à target. Ok, très clair. Donc ça, c'est finalement pendant les entretiens là-dessus. Une fois qu'on avance vers la finale, finalement, c'est quoi les bonnes pratiques? Comment dire ça? Logiquement, pareil, l'entreprise va te répéter, te demander en tout cas plusieurs fois ton salaire. Tu dis toujours la même chose. Si tu changes en cours de recrutement, tu dois te dire pourquoi, mais je te conseille de ne pas le faire. Typiquement parce que les entreprises sont surprises. Ouais. Toi d'ailleurs, nous on dit à chaque fois nos candidats, on revérifie avec eux et on dit s'ils vous reposent la question, est-ce que c'est ça que vous allez dire? Oui, non. S'ils disent je suis pas sûr, je dis attends, pas de problème, mais pourquoi? Et ils vont être surpris. Ils t'ont déjà posé la question, donc tu dois rester consistant. Ok. Donc arrive la finale, l'offre t'est présentée. Donc, meilleur scénario, elle t'est présentée à l'oral. Ce qui te laisse le temps en live de poser tes questions. Tu vois, d'élucider tous les points que tu aurais mal compris. Ensuite, tu as deux solutions. Soit l'offre, je voulais 100, c'était ma target qui me donne 100, je suis très content. J'ai pas besoin de valider avec ma femme, machin. Je te le dis en live. Je te dis, écoute Romain, on tape dans la main, tu me fais l'offre écrite et c'est OK pour moi. Deuxième solution, c'est tout à fait acceptable. L'offre, même si elle est à 100 ou même si elle est en dessous, j'ai besoin de réfléchir à l'oral. Écoute, merci beaucoup Romain pour la proposition. J'ai besoin d'un temps de réflexion. Quel temps de réflexion vous me donnez? Ok. Voilà. Ensuite, souvent, tu as l'offre écrite. Tu demandes d'ailleurs à ce qu'elle soit formalisée par écrit. Tu as les entreprises, attention, qui n'avanceront pas tant que tu n'as pas un accord oral. Elle ne formalisera pas. C'est-à-dire que, en fait, elles ne prendront pas le risque. Elle ne veut pas prendre le risque de contre-offre. Oui, alors oui. Et même que tu renégocies, c'est souvent tu as un niveau de signature. Tu vois, sur une offre, elle va être signée par le DG, le CEO, parfois le board member. Et si tu veux, ils ne veulent pas déranger cette personne-là deux fois. Donc en fait, ils se disent, alors, on négocie d'abord à l'oral. C'est un cas assez particulier, donc je ne pense pas qu'on va en discuter là. Mais disons que là, le cas normal, c'est l'offre à l'oral, offre à l'écrite. L'offre est reçue à l'écrite. Et là, tu as 4 scénarios. Les 4 scénarios, c'est toujours les mêmes. L'offre, elle est alignée avec tes attentes. Ou en dessous. Alors, tu peux être au-dessus, mais disons, on va le mettre le même scénario comme s'il était aligné. Et ensuite, tu acceptes ou tu acceptes pas. Donc, ça te fait évidemment 4 scénarios. Donc, scénario optimal, tu as bien géré. L'offre, elle est alignée avec tes attentes. Tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Je voulais 100, tu voulais 100. Là, franchement, ça veut dire que l'entreprise, ça a rentré dans leur budget, ils ont respecté mes attentes, tout le monde est content. Ok. Ensuite, il y a une offre en dessous, j'accepte. Tu fais 90, je t'avais demandé 100. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que ton prix de réserve, il est à 90. Ok. Donc je l'accepte. Tu peux me faire aussi 85 et j'accepte. Là, souvent, si j'accepte 85, je vais quand même avoir une petite frustration. Parce que je voulais plus. Donc souvent, je vais vouloir une contrepartie, c'est-à-dire soit une revalorisation plus tard, soit une promotion. Donc en fait, je vais quand même rester attentif, moi, en tant que candidat. Donc si toi, vraiment, tu acceptes en tant que candidat quelque chose inférieur à ce que vraiment tu veux, je t'encourage à le formaliser. C'est-à-dire, écoute, au départ, j'étais parti à 100, mon prix de réserve, c'était 90. Tu m'as fait 85. Je vais l'accepter sous réserve que... Si j'ai un stress avec le 85, encore une fois. Oui, mais si tu as un stress, si ton prix de réserve est 90, tu en as un by design. Bien sûr, parce que là, je suis en dessous de mon prix de réserve. Finalement, c'était 85, mais non, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est vraiment, je descends en dessous de ce qu'au départ était... Il y a une contrepartie qui doit être quelque part formalisée ou mise en disant, voilà, je vais aller faire un effort, mais par contre, il y a une réciprocité quelque part sous une forme à définir. Oui, exactement. Ensuite, tu as les autres scénarios, c'est quand moi, en tant que candidat, je n'accepte pas. Donc là, tu as deux scénarios. Soit tu as fait une offre qui était en dessous de mes attentes et je ne l'accepte pas. Et là, il y a l'ego. Là, deux solutions. Imaginons, je t'avais dit 90, 100. Tu me fais 80. Donc là, j'ai deux solutions. Soit, évidemment, rupture de confiance. Je te dis, Romain, attends, tu m'as demandé 4 fois, je t'ai dit 4 fois 100. Et tu me dis 80, écoute, je suis pas OK avec ça, je préfère qu'on en reste là.
c'est honnêtement pas ce qu'on encourage nos candidats à faire s'ils sont motivés. C'est-à-dire s'ils sont vraiment motivés pour travailler avec cette entreprise-là. Tu les encourages à passer au-delà de cette frustration. Ouais, mets ton ego de côté. Attention, par contre, ça veut dire que culturellement, la société est comme ça. Tu dois accepter que ça fait partie de la société. C'est-à-dire que potentiellement, ils ne le font pas qu'à toi. Et pas que sur ce sujet. Exactement. Non, mais donc, ça crée un environnement dans lequel il faut que tu prévalides les choses plus que dans d'autres environnements. Tu vas être dans un environnement où, by design, comme tu dis, on a une culture de la négo. Et si tu n'es pas OK avec ça, potentiellement, tu n'es peut-être pas dans la meilleure culture pour toi. Ok, super. Premier scénario. Deuxième scénario, tu m'as fait 80, je t'avais demandé 100. Ok, je vais négocier pour aller chercher ce que je voulais. Enfin, mon prix de réserve. Ok. Et enfin, le dernier scénario, tu m'as fait une offre au prix et j'accepte pas. Là, c'est moi qui suis en train un petit peu de jouer. Je peux le faire pour plusieurs raisons. Soit tu le sais pas, mais moi j'ai d'autres process en parallèle, dont un qui me plaît plus, dont un qui paye mieux. Et potentiellement, en fait, t'es pas mon premier choix. Deuxième choix, tu le sais pas, mais en interne, en fait, j'aime quand même bien ma société et j'ai envie d'aller voir mon manager pour lui présenter la contre-offre. Ouais. Mais c'est moi qui ai joué un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que, en fait, j'aurais très bien pu te dire, écoute, depuis le début, soit je voulais plus, soit en fait, j'étais un peu meneur bateau, quoi. In fine, j'étais pas intéressé. Donc là, si je joue ce jeu-là et que je veux aller négocier, je peux le faire. Par contre, moi, en tant que candidat, je dois faire attention. Ok, oui, parce que du coup, tu crées quelque chose dans la relation qui est un peu déceptif au départ. Si toi, tu m'avais dit, on s'était mis d'accord plusieurs fois sur 100 000 €, tu me le fais, et je te dis que j'accepte pas, toi, en tant que moi, c'était mon futur manager ou ma future RH, forcément, tu vas te demander pourquoi, et tu vas créer quelque chose, une frustration, comme tu le dis. Donc moi, je dois, en tant que candidat, dire, attends, en fait, j'ai envie de travailler avec vous, voici pourquoi, je peux pas l'accepter, mais tu dois vraiment soigner la communication. Oui, ça, si tu soignes pas la communication et que tu n'es pas transparent sur le pourquoi derrière, ça crée quelque chose du côté de l'entreprise qui peut, après, sur d'autres sujets, créer une legacy pas intéressante. Ouais, puis au niveau de ta réputation, donc Luxembourg est un petit marché quand même, il faut faire attention. Là, nous, on a des candidats qui, alors heureusement pas beaucoup, mais qui gèrent très mal ça. Okay. Tu vois, au moment où ils n'acceptent pas, plutôt que de prendre leur responsabilité, d'appeler, de communiquer, ils disparaissent. Genre, ils coupent la communication. Ghosting, quoi. Genre, je suis pas censé, je suis pas obligé de vous répondre, et qui montent dans des niveaux. Attends, en fait, ça fait 3 mois qu'on se parle. C'est toi, en fait, qui coupe. Et tu dois. Ils comprennent, en fait. Donc, ouais. Ok. Et donc, du coup, quand on va à la négociation, quel conseil tu donnes à un candidat? Donc, dans les deux scénarios où il n'accepte pas en première intention, finalement, c'est quoi le protocole que toi, tu conseilles à un candidat? Donc, comme c'est toi, et c'est logique, qui a refusé l'offre, c'est toi qui dois faire le premier pas. Donc, nous, ce qu'on conseille aux candidats qu'on accompagne, mais pas que, premièrement, tu dois formaliser un refus. Ok. Selon le contexte, tu formalises un refus à l'oral. Au cabinet ou à l'entreprise? Si tu es avec un intermédiaire, au cabinet. Ok. Parce que c'est le cabinet qui gère, qui te représente, donc tu le fais au cabinet. Oui, ça me paraît tout à fait logique. D'ailleurs, nous, en tant que cabinet, on n'aime pas du tout quand le candidat, à cette étape-là, nous bypass, parce qu'en fait, nous, on a un enjeu réputationnel aussi au niveau du client. On doit gérer la com, on peut l'aider, on doit s'assurer que le message il est bien délivré, et les candidats font beaucoup d'erreurs sur cette réserve. Souvent, ils communiquent pas très bien. Ok. Alors, il y en a qui sont très bons, mais tu veux avoir des mails comme ça, où en fait, entre les lignes, tu te dis, mais c'est pas clair. Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, c'est ça. En fait, il faut se mettre dans la posture de celui qui lit, à la recherche de qu'est-ce qu'il veut concrètement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en face pour qu'il accepte en négociation directe. Exactement. Le pire candidat que nous, on peut avoir, c'est, et d'ailleurs, on n'encourage pas, donc quand on me demande des conseils, c'est je veux négocier et je te dis, faites-moi votre meilleure offre. Ok, c'est-à-dire... c'est celle qu'on a faite. C'est celle qu'on vient de faire. Ouais, alors bon, si tu me fais ça, ça va s'arrêter assez vite, mais tu vois, encore une fois, si tu es dans une négociation de tâches qui va durer 6 mois, ok, tu peux rentrer dans des jeux psychologiques très très longs, très très fins. Là, je ne pense pas qu'on est à ce niveau-là, en fait, de niveau de psychologie, c'est quand même plus terre à terre, plus court,
et tu as moins d'aller-retour. Ok. Donc, c'est toi qui veux négocier, tu refuses l'offre de façon très précise, tu dis pourquoi, et tu dis ce que tu veux. Pour accepter. Pour accepter. Financièrement. Et si tu as d'autres aspects, tu les mets dans la balance. Je sais pas, moi je veux 0,5, un jour de télétravail, j'en sais rien, un abonnement gym, enfin bon bref, tu mets ce que toi faut pour accepter. Ce qu'il faut pour acceptation directe. Okay. Tu n'as qu'un seul essai. Ça nous dit à tous nos candidats, encore une fois, tu n'es pas sur un process de négociation d'otages où on va avoir des allers-retours pendant 6 mois. Ça va jouer assez vite. C'est-à-dire qu'une négociation en général, ça dure entre 48 heures, une semaine, 2 semaines maximum, mais j'ai jamais vu plus de 2 allers-retours. Et en général, il y a un aller-retour. Donc tu n'as qu'un seul essai. Donc en termes de risk management, du coup, c'est un point à bien prendre en considération pour le candidat. Oui, bien sûr. Et du coup, c'est le troisième point. Tous les candidats, quand tu veux les négocier, tu prends un risque. Logique, mais tu négocies, donc tu prends le risque que l'offre soit... que la première offre était la meilleure offre, que si tu négocies, en fait, tu ne souhaites plus négocier avec toi et que l'offre soit... qu'il n'y ait pas de nouvelle offre. Dans ce processus de négociation finale, qui est un peu tendu, est-ce que moi, candidat, je dois considérer que le recruteur, il travaille pour le client ou qu'il travaille pour moi? Alors, c'est une bonne question. Merci. C'est une bonne question. Nous, très concrètement, on va prendre la meilleure info des deux côtés. Ok. En fait, notre rôle d'intermédiaire, c'est d'aligner, c'est de trouver les marges d'alignement. Ok. Donc, en vrai, la bonne réponse, c'est je suis des deux côtés. Par contre, je vais être transparent avec toi, mais je vais être transparent avec l'entreprise aussi. Mais si je vois qu'il y a une zone d'alignement possible, je vais aller la chercher. Si en revanche, tu continues de sticker à 110 et que lui il continue à 90, là, je commence à me dire, ça va être compliqué, quoi. Et souvent, ce que je vais faire dans ce cas-là, je peux te le dire si tu es un candidat, moi, ce que je vais faire, je vais prendre l'entreprise. Tu vois, c'est quand même l'entreprise qui a la main sur le budget. Et je vais dire, écoute, le candidat, là, j'arrive pas à faire descendre. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Et je vais me dire, écoute, c'est notre meilleure offre. Je prends cette info-là, qui est la vraie info. Et tu remets tout le monde en responsabilité. Et je la donne au candidat. Écoute, tu veux 110, que pas faire de 90. Qu'est-ce qu'on fait? Donc en fait, mon meilleur rôle là, c'est vraiment de trouver la zone d'alignement possible lorsqu'elle est possible. Et s'il y en a une, franchement, on la rate jamais. Tu vois, c'est impossible à rater, sauf quand tu as blessé les égos. C'est-à-dire quand une partie a blessé l'ego de l'autre. Dans un sens ou dans l'autre? Dans un sens ou dans l'autre. Ok. Donc voilà. Autre point, quand tu es candidat, en fait, tu dois évidemment rester toi aussi ouvert, disponible. Il n'y a rien de pire qu'un candidat qui veut négocier et qui n'est pas disponible. Alors, le mec, tu sais qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas joignable. Il est injoignable. Ouais. Tu vas l'appeler 3 fois, il ne répond pas. T'envoies un email, il ne répond pas. 48 heures après, il dit je ne suis pas dispo. Est-ce qu'on se rappelle le vendredi? Non, en fait, excuse-moi, tu es en train de jouer, tu es en phase de négociation. C'est OK, tu dois être disponible. Tu vois, c'est la base. En fait, c'est du professionnalisme. Ça, on l'a souvent fait. Bon, tu serais étonné, toi, tu ne serais pas étonné, mais sur des niveaux de seniorité parfois assez élevés. Tu vois, des gens qui, comme ça, pendant une semaine, pas de son, pas d'image. Et la réaction globale des entreprises faisait ça? Terrible. Très mauvais style. On n'a plus envie de travailler avec eux. On est typiquement dans les égos blessés. Ouais, j'ai envie de te dire, tu vois, quelqu'un qui a fait durer pendant une semaine, 2 semaines, sans informer. Quelqu'un qui a bien communiqué, qui a expliqué pourquoi il faisait attendre, pas de problème. Quelqu'un qui a coupé communication, qui répond pas pendant une semaine, très souvent les entreprises, c'est assez rare qu'il accepte, mais même quand il va accepter, il y a une réticence. Il y a une vraie réticence. Et le manager, il a plus trop envie. Ok. Si la société, peut-être la dernière question, si la société me donne une semaine pour réfléchir et que au bout de 48 heures, je sais. Tu fais au bout de 48 heures. Au bout de 48 heures. En fait, c'est pareil. Mais c'est comme, tu vois, il y a un peu comme du dating dans ces phases-là. Tu vois, faire attendre, c'est un jeu. Faire attendre, ça dégrade. Faire attendre, oui, ça peut dégrader. Quand tu dois y aller, tu dois y aller. En fait, tu sais. Et très souvent, quand tu prolonges, nous on sait, de toute façon, quand un candidat, ça fait 3 mois que tu lui parles, le jour où, bizarrement, même la journée où il t'a pas répondu, tu le sais. Il a autre chose. Ok.
Donc tu n'es plus sa priorité. Et franchement, là, l'instinct, il se trompe quasiment jamais. À 99% du temps, tu reçois un message le lundi matin. Bonjour Clément, merci pour votre accompagnement. Je suis heureux de vous informer que je ne pourrai pas avancer. Ok, donc du coup, si on devait résumer en 2-3 verbes d'action pour nos candidats, pour réussir votre négociation, faites quoi? Tu dois être très au fait de ta valeur. Ouais. Tu dois être transparent sur tes prétentions salariales. Ouais. Tu dois toujours avoir les mêmes prétentions salariales tout au long du process. Mm-hmm. Au moment du closing, tu dois rester ouvert et cohérent avec ce que tu as dit avant. Mm-hmm. Et j'ai envie de dire, et ça on en a pas parlé, mais tu peux aussi proposer des solutions. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu vois que vous avez du mal à vous mettre d'accord. Bah, toi aussi, tu peux amener en disant, ok, je comprends que là, c'est pas possible. Romain, tu m'as fait 85, je vais le prendre. Mais sache que dans 6 mois, j'aimerais une revalorisation. Est-ce que c'est possible? Ok. Donc si j'ai une idée, je la donne. Si tu as une idée, oui, bien sûr, tu peux la donner. Mm-hmm. Mais bon, tu peux lui demander n'importe quoi, mais si c'est cohérent, moi, je voulais 90, tu m'as fait 85, tiens, est-ce que tu peux pas me faire un signing bonus à la fin de la période d'essai de 5 000 euros? Ok. En plus, ça tombe pile à la période des évals. Comme je vais pas avoir d'éval cette année, ça tombera pile au moment où tu vas payer les bonus pour les autres. Mm-hmm. Qui facilitera ta vie. Franchement, c'est que maths, quoi. Ok. Donc, ouais. Bon, super. J'espère que tous les candidats qui nous ont écoutés se sentiront mieux armés. Et puis, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est qu'on donne les mêmes conseils côté entreprise et candidat, ce qui me laisse entendre que du coup, on travaille vraiment pour les deux parties. Ouais, non, mais bien sûr, je te rassure, on travaille pour les deux parties. Oui, on est un intermédiaire. Ça marche, merci beaucoup. Salut Clément. Ouais, merci Romain, ciao. Bye bye.